Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons une fois de plus le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat, auteur de nombreux ouvrages sur la stratégie militaire et ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Eh bien, merci Glenn, j'apprécie vraiment. Alors, lorsque Trump, après avoir passé sa campagne à parler de la folie de l'expansion de l'OTAN, a déclaré en février qu'il ne devrait pas y avoir d'OTAN, ni de garantie de sécurité, et que l'Ukraine devait accepter des concessions territoriales, il est ensuite revenu en plaidant pour un cessez-le-feu inconditionnel. Il voulait que Poutine le rencontre en Alaska. Soudain, il reconnaît qu'un cessez-le-feu n'est pas la paix, et il souhaite aborder les causes profondes, comme il l'avait évoqué pendant sa campagne. À présent, nous en sommes encore une fois à parler d'un cessez-le-feu, et il semble qu'il n'y aura pas de rencontre à Budapest. Alors, que se passe-t-il réellement ici? Cela commence à ressembler moins à une partie d'échecs en 4D qu'à une émission de télé-réalité ridicule où tout le monde reste constamment sur le qui-vive. Comment comprendre tout cela? Eh bien, il est clair qu'il n'est pas le président de la paix. C'est le président de la confusion perpétuelle. Il a tendance à osciller entre deux pôles sur chaque sujet, ce qui rend l'homme très difficile à suivre, comme vous l'avez déjà souligné avec toutes ces contradictions. Mais à ce stade, je pense que nous devons reconnaître qu'il n'est certainement plus intéressé par la fin du conflit en Ukraine. Au contraire, il s'en est détourné et a pris des décisions plutôt virulentes. Nous savons qu'un cessez-le-feu n'est rien d'autre qu'un cessez-le-feu. C'est temporaire. Peut-on avoir des armistices temporaires qui durent 20 ou 30 ans? Je suppose que oui. C'est ce que nous avons eu en Corée. Mais je ne pense pas que ce soit la solution que l'Europe, ou la plupart des Européens, souhaitent pour l'Ukraine. Je pense qu'ils aimeraient voir la fin des combats. Mais pour y parvenir, il faut conclure un accord stratégique avec la Russie qui codifie la relation de la Russie avec le reste de l'Europe. C'est quelque chose qui devrait accueillir favorablement, à mon avis. Ce serait une affaire sérieuse, un héritage durable, si l'on veut. Mais je ne vois aucune preuve qu'il s'intéresse à un héritage durable. Il semble encore être à la recherche de tout ce qu'il peut soi-disant appeler une victoire. Vous savez, j'ai rencontré le président Poutine. Je l'ai charmé. Il a conclu un accord. Nous avons obtenu un cessez-le-feu. La paix est en train d'éclore. Où est mon prix Nobel de la paix? À moins qu'il puisse dire quelque chose de ce genre, cela ne l'intéresse pas vraiment. C'est une situation malheureuse, et je ne pense pas qu'il y ait actuellement la moindre compréhension de ce que la Russie fera ensuite. Je pense que nous voyons déjà des signes à Kherson. Les Russes ont maintenant établi une tête de pont de l'autre côté du fleuve Dniepr. Je pense que nous verrons davantage de forces russes traverser ce fleuve au sud. J'ai toujours pensé qu'ils voudraient reprendre Odessa, qui est historiquement une ville russe et n'a rien à voir avec l'Ukraine. C'était encore une ville russophone lorsque les Ukrainiens ont chassé sa population russe et les locuteurs russes en 2014. Donc je pense que ça fait partie des options envisagées. Je serais très surpris si nous ne voyions pas quelque chose de similaire se produire à Kharkiv. Et nous voyons, près de Liman et Sloviansk, des avancées russes continuent. Je pense donc que le président Poutine a tenu son conseil de guerre et a dit « Très bien, il n'y a plus de raison pour nous de faire preuve de retenue sur le terrain. Nous allons aller de l'avant. » C'est regrettable. En même temps, il tourne de plus en plus son attention vers le Venezuela et il fait semblant de croire que le cessez-le-feu à Gaza est une sorte de résultat permanent. Rien ne le prouve.
Et je ne sais pas ce que nous allons voir se passer à Gaza, bien que je pense qu'avec l'arrivée de Kushner et Witkoff, les oligarques de l'immobilier, on peut s'attendre à une tentative de s'approprier au moins 50% de Gaza et d'en faire une sorte de parc d'attractions israélien dédié à l'expansion immobilière. Toute cette affaire est absurde. Et personne que je connaisse, parmi ceux qui s'intéressent sérieusement au Venezuela, n'a compris pourquoi nous voulons soudainement intervenir là-bas et imposer un changement de régime sorti de nulle part. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous avez mentionné plus tôt. Le président Trump s'était insurgé contre les changements de régime. Vous savez, c'est inutile et contre-productif. Et tout à coup, il est en première ligne pour l'exiger au Venezuela, de tous les endroits possibles. Maintenant, on parle de la Colombie. Je ne sais pas. Terry Poetro Grust pour demander une déclaration de guerre, que j'en doute. On dirait une bonne façon de remettre en marche des millions de réfugiés vers le nord. Cela ressemble à beaucoup d'autodestruction. Mais je pense que tu as raison à propos des Russes. Ils semblent intensifier leurs actions maintenant, surtout avec cette détermination à éteindre toutes les lumières à travers l'Ukraine. Oui. Et nous avons vu que les Britanniques ont utilisé un missile Storm Shadow pour attaquer une usine chimique à Briansk. Il y a quelques jours, nous avons reçu un rapport des services de renseignement russes, le FSB, affirmant que les Britanniques étaient derrière l'attaque contre leur dissuasion nucléaire sur Ukraine. Et vous savez, on parle de plus en plus d'une guerre directe. Nous avons vu les Européens s'enthousiasmer lorsque l'on a cru que Trump pourrait envoyer des Tomahawks qui seraient opérés par des contractants américains et pourraient transporter des ogives nucléaires. Et pourtant, c'était, vous savez, presque la période de Noël dans les capitales européennes. Et maintenant, Trump impose des sanctions aux compagnies pétrolières russes, ce que même Biden ne voulait pas faire. Je veux dire, voyez-vous cette menace d'une guerre directe se profiler ou voyez-vous des signes indiquant que les Russes ou d'autres s'y préparent? Je pense qu'il a reconsidéré la sagesse d'envoyer les Tomahawks. Comme vous le soulignez, la planification et l'exécution de la mission sont entièrement entre les mains des Américains. Cela signifie qu'il y a des Américains sur le terrain, quelque part à l'ouest du fleuve Dniepr, lançant des missiles Tomahawk vers la Russie. Je pense qu'il s'est dit que ce n'était probablement pas une bonne idée. Et en effet, c'est une très mauvaise idée. Mais il y avait autre chose. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience soudaine que nos ressources ne sont pas illimitées. L'un des rares moments cohérents que j'ai entendus de sa part, c'est lorsqu'il a parlé précisément du nombre d'armes, de munitions et de ressources militaires dont nous avons besoin pour notre propre défense, et du fait que nous avons déjà versé à peu près tout ce que nous pouvions en Ukraine. Cela peut expliquer l'utilisation soudaine du Storm Shadow par les Britanniques. Qui sait? Les Britanniques, en particulier le MI6 et certains éléments de l'establishment militaire britannique, sont présents en Ukraine depuis le tout début et sont impliqués dans cette guerre jusqu'au cou. Je ne sais pas ce que les Russes prévoient de faire à l'avenir, mais je ne serais pas surpris de voir des mesures sérieuses prises contre les Britanniques. Le lieu, le moment, je ne peux pas les anticiper, je n'en sais rien. Mais à un certain moment, je pense que les Russes en ont assez. Rappelez-vous, les Russes savent que les Britanniques ont des forces armées très très réduites. Les Britanniques se sont ruinés. Ils ont trop dépensé. Ils pourraient peut-être envoyer 20 000 ou 30 000 soldats en Russie ou en Pologne. Pas plus. Je ne vois aucune preuve qu'ils vont instaurer un service national et tenter de mobiliser des gens pour aller se battre en Ukraine. La situation en France est à peu près la même, et la France est encore plus instable intérieurement que la Grande-Bretagne.
Je ne pense pas que les Français veuillent laisser partir l'armée, de peur que les choses ne se désagrègent en France. Nous avons donc beaucoup de menaces creuses venant des Européens. Les Russes le savent. Et je pense qu'en conséquence, les Russes continueront à faire preuve de retenue. Mais en même temps, ils vont avancer en Ukraine, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils aimeraient en réalité que cette guerre se termine. Ils ne veulent pas vraiment gouverner l'Ukraine occidentale. Ce serait une catastrophe pour eux. Ils savent que la population là-bas ne veut pas d'eux, et ils ne veulent pas de cette population à l'intérieur de la Russie. Ils s'intéressent vraiment seulement aux autres Russes. Des personnes qui parlent russe et veulent faire partie de la Russie, étant sous contrôle russe. Mais chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre qui connaît un peu la Russie, disons cela, on nous réduit au silence. On nous dit, non, vous avez tort, il veut conquérir l'Europe. Et bien sûr, cela impliquerait le service militaire universel et une mobilisation nationale. Maintenant, voici quelque chose que les gens en Occident ne comprennent pas. Les Russes peuvent le faire. Ils peuvent mobiliser la Russie pour une guerre totale. Ils ne le veulent pas, mais ils le peuvent. Et les gens pensent, oh eh bien, si nous les poussons à se mobiliser pour une guerre totale contre nous, cela affaiblira fatalement le gouvernement Poutine et il sera renversé. C'est donc juste une répétition de stupidité et de mensonges, encore et encore. Mais en attendant, je pense que nous allons voir les Russes avancer jusqu'à la rivière. Je pense qu'ils vont traverser vers le sud. Je serais très surpris s'ils ne se rapprochaient pas de plus en plus de Kiev et à un moment donné n'agissaient pas contre le gouvernement qui est à Kiev. Mais vous savez, les Russes ont essayé d'éviter cela. Ils ont tenté de trouver une sorte de terrain d'entente acceptable. Mais si nous ne sommes pas disposés à écouter, à quoi bon? Et je crains qu'en fin de compte, ce soit ce qui s'est passé avec Trump. Donc pour les Russes, Trump, c'est maintenant Biden aussi. Seulement, comme vous l'avez souligné, avec les sanctions pétrolières, peut-être pire. C'est aussi que, eh bien, je suppose que s'il voulait vraiment la paix, il devrait prendre un peu de distance avec l'illusion selon laquelle il n'est qu'un artisan de paix, un médiateur tiers. Parce que je m'attends à entendre parler de l'OTAN si nous devons voir la fin de cette guerre. Mais il semble presque s'être convaincu lui-même qu'il s'agit simplement d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, une question de territoire, et qu'il est ce type en marge qui essaye juste de faire se rapprocher deux pays nourrissant une haine ancestrale. C'est assez extraordinaire en fait. Tu as mentionné le Venezuela tout à l'heure, mais maintenant que la guerre contre la Russie, la guerre de Trump, est devenue le centre de l'attention, nous avons désormais une possible deuxième guerre contre l'Iran, également à l'initiative de Trump, et une guerre possible avec le Venezuela. La paix à Gaza ne semble guère devoir tenir. Comment les Américains réagissent-ils à tout cela? Sa base, parce que, tu vois, est-ce que Trump est avec les mondialistes? Où en est le America First maintenant? Désolé, ça fait beaucoup de questions. Eh bien, avant de quitter la Russie et ce sujet, je pense qu'il faut souligner ce qui ressemble de plus en plus à une guerre civile au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous avons eu ces explosions, et je ne suis pas sûr de ce qu'elles ont détruit, ni même si elles sont toutes réelles, mais on m'a dit qu'il y avait eu des explosions au sol en Roumanie. Quant à savoir s'il y a eu une explosion liée à l'oléoduc Druzhba, qui approvisionne la Hongrie en pétrole, je l'ignore. À présent, il y a une guerre des mots entre le gouvernement de Varsovie, qui condamne les gouvernements de Budapest et de Bratislava pour être soi-disant de mauvais alliés. En d'autres termes, pour avoir refusé de rejoindre la croisade anti-guerre et anti-russe. Je pense que c'est bien plus grave que ce que les gens imaginent.
Les Slovènes ont désormais interdit à Netanyahou de venir en Slovénie. C'est la première nation de l'UOM à le faire. Je pense que nous voyons divers États de l'UOM et de l'OTAN, beaucoup appartenant aux deux, dire qu'ils ne veulent pas faire partie de cette guerre en développement avec la Russie. Ils ne veulent pas non plus être impliqués dans la tragédie de Gaza. Et ils ne souhaitent plus vraiment une alliance militaire étroite avec les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils le disent publiquement, mais je crois que ça se met en place. C'est probablement quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. Je pense depuis longtemps que l'OTAN aurait dû cesser d'exister en tant qu'alliance militaire dirigée par les États-Unis dès le début des années 1990. Mais cela ne s'est pas produit. Et depuis, nous avons entraîné divers États européens dans et hors de différents pays. Stevers Fall McMorforth Melody. Mais je pense qu'il faut noter que cette querelle, en particulier entre la Hongrie et la Pologne, est très significative. Nous devons examiner la réaction d'Orbán et les accusations ou allégations de la Pologne, car les Polonais et les Hongrois ont vraiment une longue histoire de coopération, essentiellement de bonnes relations. Le fait que cela devienne aussi tendu entre les Polonais et les Hongrois, à mon avis, prépare l'Europe à une fragmentation et une désintégration supplémentaire autour d'un sujet qui ne devrait pas avoir un tel impact. Mais malgré tout, nous en sommes là. Je ne pense pas que les Américains soient au courant de cela. Je ne pense pas qu'ils s'en soucient vraiment, car ils ne comprennent pas la politique européenne. Mais si je vivais en Europe en ce moment, je serais très préoccupé par cette situation. Eh bien, si je peux ajouter quelque chose, je ne suis pas sûr que tous les Européens en soient conscients non plus, car j'ai vu les mêmes rapports indiquant que le 20 octobre, il y a eu une explosion dans une raffinerie en Hongrie qui traite du pétrole russe. Et quelques heures plus tard, il y a eu une explosion dans une raffinerie roumaine, elle aussi traitant du pétrole russe. Puis, un jour ou deux après, une explosion similaire s'est produite dans une raffinerie en Slovaquie, également en train de raffiner du pétrole russe. Encore une fois, je regarde les médias et il n'y a pratiquement aucune mention de tout cela. Je veux dire, c'est tombé dans un trou de mémoire, un peu comme Nord Stream. Et cela se produit en même temps que, comme vous l'avez dit, les Hongrois critiquent désormais la Pologne, parce que la Pologne disait ouvertement qu'il est tout à fait légitime d'attaquer les infrastructures énergétiques de l'occupant, même si ces infrastructures énergétiques alimentent aussi les Européens. Et bien sûr, les Polonais disent aussi qu'ils ne veulent pas remettre aux Allemands les suspects qui ont détruit Nord Stream. Ils ont déclaré que les Allemands devraient avoir honte d'avoir construit Nord Stream dès le départ. C'est une rhétorique assez radicale. Il semble donc que les Européens se retournent aussi les uns contre les autres. Je veux dire, la raison pour laquelle les médias n'y portent probablement aucun intérêt, c'est qu'il est évident que ce n'est pas la Russie, ce qui signifie que nous sommes désormais soit attaqués par les Ukrainiens, soit en train de nous attaquer entre nous. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de bon récit, donc cela semble simplement être passé sous leur radar. Oui, je ne m'attendais pas à ce que les Américains s'y intéressent ou le comprennent, mais je suis surpris par ce que vous me dites. Je pensais, et je n'ai pas vu les communiqués de presse, mais je pensais qu'il y aurait bien plus de couverture en Europe qu'il n'y en a eu. L'élément clé pour moi, c'est ce fossé grandissant au sein de l'Union européenne et de l'OTAN entre les États qui disent « c'est absurde, nous ne nous sentons pas menacés par la Russie, il est temps de reprendre le cours normal de nos vies et d'en finir avec cette histoire », et ceux qui semblent perpétuellement attachés à l'hostilité envers la Russie. Et la Pologne, vous savez, en 1999, quand nous avons intégré la Pologne à l'OTAN, il y avait beaucoup de discussions en coulisses entre des gens qui disaient, et je parle d'Européens,
Les Américains n'ont même jamais abordé le sujet. Mais mes collègues européens, en particulier dans les forces allemandes et françaises, et dans une moindre mesure les Britanniques, ont soulevé la question. Est-il judicieux d'intégrer la Pologne, avec sa longue histoire d'hostilité et d'inimitié envers la Russie? Ne risquons-nous pas de nous attirer des ennuis à l'avenir? Bien sûr, à ce moment-là, il n'était nullement question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. En fait, la plaisanterie, enfin, pas vraiment une plaisanterie, plutôt une remarque désinvolte, était que la principale mission de l'Ukraine consistait à rester neutre et à maintenir des centaines de kilomètres entre l'OTAN et l'armée russe, ce que la plupart d'entre nous jugeaient alors tout à fait raisonnable. Mais apparemment, cette attitude a changé très rapidement. Au moment où l'on en arrive au mémorandum de Budapest et ainsi de suite, on voit bien que nous faisons face à une attaque directe contre la Russie. Nous avons donc eu cette attaque contre la Russie. Elle a échoué lamentablement. L'Ukraine s'effondre. Elle vit au bord du gouffre, politiquement, militairement et économiquement. Elle en est presque au point d'être un patient dans le coma, allongé sur une table, juste à l'extérieur de la morgue. Et les gens continuent de lui injecter de l'adrénaline pour la maintenir en vie, pour que le cœur batte et qu'elle paraisse encore capable. Mais ce n'est pas le cas. C'est fini. Et il suffit de demander aux Allemands vivant dans des endroits comme Cologne ou Düsseldorf, où sont passés tous les hommes ukrainiens. Eh bien, ils sont tous là-bas. Ils ne sont pas en Ukraine, prêts à se battre, et beaucoup d'autres essayent de partir. Toute cette affaire est une tragédie, mais les gouvernements de Londres, Berlin, Paris et Varsovie ne veulent pas lâcher prise. Donc je ne sais pas où cela mène. En attendant, comme nous en avons déjà parlé, nous nous concentrons maintenant sur le Venezuela. Et je pense que davantage d'Américains s'y intéressent pour des raisons évidentes. C'est plus proche de chez eux. Ils se divisent en deux camps. Il y a ce que j'appelle le club des bombardements. Le club des bombardements regroupe presque un tiers de la population qui, si on leur dit que nous bombardons quelqu'un quelque part, s'enthousiasment parce qu'ils sont convaincus que lorsque nous bombardons quelqu'un, nous démontrons notre grandeur et notre puissance. L'autre partie, je dirais 60 à 70% de la population, est mal à l'aise. Parce que même l'Américain le moins bien informé se demande « Pourquoi le Venezuela? La drogue? Vraiment? Les drogues qui nous préoccupent, la cocaïne, viennent de Colombie. Certes, une partie passe finalement par le Venezuela, sans aucun doute, mais pas en grande quantité. La Colombie et l'Équateur sont les deux grands centres. Et le Mexique, les cartels mexicains sont ceux qui expédient le fentanyl vers le nord, et cela vient de Chine au Mexique. Eh bien, j'imagine que certains ont décidé qu'on ne pouvait pas attaquer la Chine. C'est trop risqué. Alors laissons tomber cette idée pour le moment et attaquons quelqu'un en Amérique du Sud. Je pense que la combinaison de la menace de la drogue illusoire avec les intérêts réels et concrets là-bas, pétrole, gaz, émeraude, or, a pris le dessus sur tout le reste. Alors nous coulons des bateaux de pêche, nous coulons des vedettes rapides, tout ce que nous pouvons trouver, sous prétexte qu'ils sont tous des trafiquants de drogue. Mais ce n'est pas le cas. Et nous travaillons très très dur pour créer un conflit avec le Venezuela. Je suis sûr que quelqu'un à la CIA essaye d'amener un membre de l'armée vénézuélienne à appuyer sur la gâchette et à lancer un missile contre nous pour que nous puissions passer à l'action. Vous savez, cela ressemble vraiment beaucoup au Vietnam en 1965 et à toute l'affaire de la baie des Cochons, ou plutôt, excusez-moi, pas la baie des Cochons, mais le golfe du Tonkin, où il n'y a pas eu d'attaque. Nous avons inventé l'idée d'une attaque pour justifier notre intervention au Vietnam, ce que nous voulions faire de toute façon. Et vous savez, la triste vérité, c'est que lorsque les premières forces ont débarqué au Vietnam,
elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles étaient censées faire. Les gens sur le terrain ont fini par décider d'attaquer des objectifs en se basant sur la présence supposée de Viet Cong à certains endroits. Il fallait bien commencer la guerre d'une manière ou d'une autre. Je commence à voir beaucoup de similitudes avec le Venezuela. Je me souviens avoir entendu cela une fois personnellement dans ma vie, mais je sais que cela s'est déjà produit auparavant, en 1965. L'objectif était de faire entrer l'armée au Vietnam. C'était l'objectif. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il fallait faire entrer l'armée au Vietnam. Et Wolfowitz a fait le même genre de remarques. Il fallait faire entrer l'armée en Irak. Nous sommes en 2003. Nous avons donc le même état d'esprit en ce moment. Comment allons-nous nous impliquer au Venezuela? C'est ce que nous voulons faire. Personne ne réfléchit sérieusement aux différentes implications. Allons-nous nous rendre responsables du peuple vénézuélien? Si nous devons démanteler le gouvernement et installer une marionnette, comment la maintiendrons-nous au pouvoir? Le Venezuela deviendra-t-il alors une sorte de cause internationale poussant l'Amérique latine à nous combattre? Des centaines de milliers de paramilitaires venus de Colombie ou du Brésil franchiront-ils la frontière pour nous affronter au Venezuela? Et au fait, pourquoi renflouons-nous l'Argentine avec des sommes d'argent énormes? Et en même temps, nous nous consacrons à attaquer le Venezuela pour, semble-t-il, prendre le contrôle de ses ressources. Toutes ces contradictions tourbillonnent dans la tête des gens aux États-Unis, mais personne n'a de réponse définitive. Pourtant, c'est intéressant à observer. J'ai écouté hier Richard Haass du Council on Foreign Relations. C'est une voix influente en faveur de l'intervention et de l'usage de la puissance militaire, et il fait partie de ce cercle plus large. Je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Autrefois, on les appelait les néoconservateurs, les néocons, de plus en plus les mondialistes, les sionistes. Je ne sais pas comment on appelle ce groupe, mais ils en font tous partie. C'est un porte-parole en vue. Et il dit, oh oui, je soutiens fermement un changement de régime au Venezuela. La plupart d'entre nous ont entendu cela et se sont dit quoi? D'où cela sort-il? Quel est l'intérêt? En quoi cela nous profite-t-il? En quoi cela leur profite-t-il? Ce n'est pas que quelqu'un s'en soucie vraiment, mais si vous allez attaquer un pays, à moins de vouloir en prendre le contrôle permanent et en payer le prix pour le reste de votre vie d'adulte, qu'êtes-vous en train de faire? C'est une situation étrange. Il n'y a aucune justification, du moins aucune justification stratégique à tout cela, autant que je puisse en juger. Et nous avons mentionné Gaza. C'est une illusion. La guerre là-bas est absolument loin d'être terminée, et elle ne se terminera pas de sitôt. Eh bien, on dirait que les Norvégiens offrent à Trump une sorte de passe facile, avec l'invasion du Venezuela et le prix Nobel de la paix, puisque les Norvégiens ont décerné le prix Nobel de la paix, comme tu le sais, à Machado, qui plaide non seulement pour des sanctions, mais désormais aussi, au moins implicitement, pour une intervention militaire. Et je suppose que cela a du sens au regard de ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, de la manière dont nous concevons la paix, selon la théorie de la paix démocratique. Puisque nous disons maintenant que la paix exige la démocratie, et que la démocratie peut être imposée par la guerre. Donc littéralement, la guerre c'est la paix, maintenant. Nous voyons la lauréate du prix de la paix à la télévision avec Donald Trump Jr., et elle essaie de le convaincre qu'ils n'ont pas besoin de l'Arabie Saoudite, le Venezuela encore plus de pétrole. Et tu sais, nous serions ravis de le privatiser si tu renversais simplement le régime. Et je suppose qu'elle prendrait alors le pouvoir. C'est assez obscène à regarder. Elle ressemble à une version vénézuélienne de Quisling. Oui, nous nous souvenons de lui. Eh bien, je ne le pense pas, car s'ils en avaient le moindre souvenir,
il remettrait certainement en question la sagesse de donner toute cette crédibilité à Machado. C'est vraiment assez étonnant. Vous savez, Guaido, ou quel que soit son nom, il y a quelques années, était la célébrité censée être installée au Venezuela. Il y a eu une tentative pour le placer là-bas. La CIA était impliquée. Tout a échoué et s'est effondré. Et je pense que le président Trump croit peut-être que cette fois, cela fonctionnera grâce à l'intervention active de la puissance militaire américaine. Et je pense qu'il est peut-être conseillé par ses conseillers, en particulier les gens du renseignement, que l'échec de la baie des Cochons à Cuba s'explique par le fait que l'armée américaine n'en faisait pas partie. On a trop compté sur les personnes venues de Cuba pour que tout fonctionne. Je ne sais pas, je spécule, mais j'essaie de comprendre ce qui pourrait amener le président à penser ainsi. Parce que souvenez-vous, le président a parlé très clairement, très publiquement, et a dit que Maduro lui avait offert, soi-disant, tout. Vous savez, Maduro a parlé d'une participation dans les ressources vénézuéliennes, son pétrole et son gaz, et il a dit qu'il avait tout offert. C'est vrai. Apparemment, tout ne suffit pas. Nous sommes donc passés aux États-Unis d'un état d'esprit qui, du moins jusqu'aux 60 ou 70 dernières années, considérait que la guerre est le dernier recours, à l'idée que la guerre est le meilleur recours et le premier. Pourquoi perdre du temps avec la diplomatie? Pourquoi perdre du temps à faire des compromis? Pourquoi perdre du temps à conclure des accords qui permettent de partager les intérêts liés aux ressources et à la richesse, quand on peut simplement marcher et les prendre? J'imagine que, là encore, c'est un peu norvégien, non? On dirait les Vikings. Autant descendre là-bas, débarquer et prendre ce qu'on veut. Je plaisante, bien sûr. Oui, eh bien, nous avons des problèmes similaires en Europe, cela dit. J'ai parlé à un général français plus tôt dans la journée, et il faisait un constat semblable. Il soutenait qu'une grande partie des difficultés de l'Europe sont internes, mais que toute notre attention est tournée vers la Russie, à qui l'on reproche tout. Globalement, en Europe aujourd'hui, nous assistons à une désindustrialisation, à l'endettement, à une fragmentation sociale et culturelle, à une crise de légitimité politique, à la perte des valeurs traditionnelles et même à un déclin démographique. La liberté d'expression ne se porte pas très bien, et il y a une absence totale de souveraineté numérique et technologique. Nous avons commencé à voler des avoirs russes, à saisir des entreprises chinoises, devenant essentiellement des hors-la-loi aux yeux d'une grande partie du monde et perdant notre pertinence. Pourtant, la seule chose dont nos politiciens parlent, c'est de la guerre. La guerre, et encore un peu plus de guerre contre la Russie, alors même que nous n'avons ni les armes pour gagner une telle guerre, ni l'argent, ni la volonté politique et le soutien nécessaire. Je pense donc qu'à un certain moment, les politologues devraient être remplacés par des psychologues, car tout cela n'a pas vraiment de sens. Mais voyez-vous des parallèles historiques ici? Parce qu'il semble que plus nous échouons, plus nous nous vantons. Eh bien, je pense que, dans une certaine mesure, on peut se référer à Rise and Fall of the Great Powers de Paul Kennedy. Dans son livre, il parle de ce que certains d'entre nous appellent le comportement d'un empire en phase terminale. C'est le moment où un empire, ou une grande puissance, quelle qu'elle soit, commence à s'étendre dans diverses directions à l'extérieur, dans l'espoir de consolider ses murs contre l'effondrement. Vous savez, la Grande-Bretagne, après la Première Guerre mondiale, a essayé de tirer profit de ce qu'elle considérait comme les gains impériaux obtenus grâce à la défaite de l'Allemagne. L'Autriche, bien sûr, n'avait pas de colonies en Afrique ni ailleurs, mais les Allemands en avaient, et les Britanniques les ont avidement absorbés. Mais ils sont allés encore plus loin à l'intérieur de l'Empire ottoman, après avoir créé ces sortes d'États artificiels avec lesquels nous vivons encore aujourd'hui, la Jordanie,
l'Irak, et ainsi de suite. Ils sont entrés en Irak et ont recommencé à avancer vers le nord, pensant qu'ils pourraient probablement prendre le contrôle d'encore plus de territoires. Puis ils se sont heurtés à une armée turque renaissante qui les a nettement vaincus et effrayés, les poussant à se retirer. C'est ainsi que s'est formée la frontière actuelle entre le sud de la Turquie et l'Irak. Cependant, après environ 6 à 12 mois en Irak, ils ont décidé que cela causait plus de problèmes que cela n'en valait la peine, car il en coûtait davantage aux Britanniques de rester en Irak. Pour gouverner le pays, tenter de l'administrer et exploiter son pétrole, qui était évidemment le véritable objectif, que leur budget national de la santé. En d'autres termes, ils dépensaient plus en Irak, pour l'État irakien qu'ils avaient créé afin d'obtenir le pétrole, qu'ils ne dépensaient pour le budget national de la santé. Et soudain, les gens ont commencé à poser des questions. Pourquoi dépensons-nous plus là-bas qu'ici chez nous pour le budget national de la santé? Il existe quelques échanges de lettres intéressants entre Churchill et Lloyd George, et finalement Churchill dit « Autant partir d'ici. C'est un échec. Partons. » Je pense que c'est un comportement typique d'un empire en fin de course. En d'autres termes, on s'accroche à tout ce qu'on peut pour démontrer sa puissance et justifier son existence, ainsi que le statu quo à l'intérieur du pays. Je pense donc que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Quand je regarde Londres, Paris et Berlin, et que l'on voit le terrible potentiel de troubles et d'instabilité dans tous ces pays en ce moment, c'est parce que des millions de personnes ont été autorisées à entrer sans jamais avoir eu l'intention de s'assimiler, et ne le feront jamais. La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est représenter une menace existentielle à l'intérieur de ces sociétés. Pour l'existence même des sociétés que nous connaissons dans ces pays, leur culture, leur identité nationale, leur mode de vie. Alors comment détourner l'attention des gens de cette menace? Je pense que la Russie est une distraction utile, sans aucun doute, et, dans une moindre mesure, ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'encore une fois, si vous vacillez économiquement en Grande-Bretagne et en France, vers quoi vous tournez-vous? Eh bien, vous aimeriez voir l'Iran balkanisé et perdre le contrôle de ses ressources pétrolières et gazières. Vous voudriez trouver un moyen de détourner tout cela d'une manière qui vous rapporterait beaucoup d'argent et reconstituerait vos capitaux. Je pense que c'est ce qui se passe à Paris et à Londres. En ce qui concerne Berlin, c'est difficile à dire. Ils semblent avoir conclu un pacte suicidaire avec le monde et avoir déclaré que pour être de bons Allemands, ils allaient se détruire eux-mêmes, et qu'alors ils seraient dignes de votre amour et de votre affection. Je veux dire, je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Cela n'a pas beaucoup de sens, en effet. Mais compte tenu de ce que vous venez de mentionner, l'instabilité politique croissante, à laquelle on peut ajouter l'instabilité économique, avec le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne comme les trois principales puissances, et aussi la rhétorique de plus en plus virulente entre la Hongrie et la Pologne, pouvant même, comme nous en avons discuté, aller jusqu'à l'usage de la force ou du sabotage l'une contre l'autre. Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN et de l'European Power? Nous en avons déjà parlé par le passé, et vous étiez plutôt pessimiste quant à leur avenir, mais les choses semblent aller de mal en pis. Voyez-vous un effritement de l'une ou l'autre de ces deux organisations? Eh bien, en janvier 2022, lors d'une interview accordée à The National Interest et menée par Dimitri Simes, je crois que George Beebe y participait aussi, il travaillait autrefois sur le dossier russe à la CIA, j'ai dit que non seulement les Russes allaient envahir ce qu'ils ont fait, mais qu'en fin de compte, l'OTAN ne survivrait pas à cette crise. Et je ne pense toujours pas qu'elle y survivra. Écoutez, nous avons parlé des contradictions du président Trump. D'un côté,
le président Trump avait toutes les raisons de coopérer avec la Russie. Il a exposé ces raisons. Il y a de bonnes raisons pour que nous travaillions avec la Russie. Il s'est approché du seuil, mais il n'a pas voulu le franchir pour aller vers la coopération, et il a attribué cela au fait que ses alliés européens ne le soutenaient pas. Et depuis, il a adopté la position suivante. Eh bien, je serai dur avec la Russie. La Russie ne coopérera pas, alors nous trouverons des moyens de faire pression sur elle. Mais en même temps, il s'est en grande partie détourné de son rôle de chef de l'OTAN et s'est tourné de nouveau vers l'hémisphère occidental pour ouvrir un nouveau front contre le Venezuela, ce qui pourrait s'étendre à toutes sortes de choses, comme nous l'avons évoqué. Parallèlement, il déclare que la paix s'est installée de façon permanente au Moyen-Orient, alors qu'il n'existe aucune preuve réelle de cela. C'est donc un tableau très confus, et nous continuons à chercher une certaine rationalité dans tout cela. Et franchement, je ne pense pas qu'il y en ait. Je pense que tout est guidé par l'impulsion, tout est axé sur le court terme. Le problème pour nous, c'est que les Russes sont des penseurs stratégiques à long terme, et c'est pourquoi ils voulaient un accord stratégique durable. Ils vont donc continuer sur leur voie, et rien de ce que nous ferons ne les en détournera. Si nous essayons de les contrer militairement, nous nous retrouverons en guerre avec la Russie. Je pense que le président Trump le sait, et qu'il évitera cela. Et cela nous ramène à l'affaire des Tomahawks. Mais il sait aussi que nous ne sommes plus aussi forts qu'avant. Il ne l'admettra pas. Il continue de dire que nous sommes la nation la plus puissante du monde, parce que par définition ou par implication, cela fait de lui l'homme le plus puissant du monde. Et il aime ça. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Nous sommes un pays très puissant, mais notre puissance a ses limites. Il n'a jamais vraiment voulu les admettre. Mais lorsqu'il a dit « Je ne pense pas que nous allons envoyer ces Tomahawks » et qu'il a parlé des stocks de missiles aux États-Unis, combien nous en avons et combien il nous en faut, il reconnaissait qu'il existe des limites à notre puissance militaire, du moins en ce qui concerne une guerre avec la Russie. C'est une bonne chose. Cela n'aide pas la situation en Europe. Mais c'est une abdication de sa responsabilité en tant que dirigeant de l'OTAN que de simplement se retirer et dire « J'augmenterai les sanctions, je punirai la Russie, mais je ne ferai rien d'autre. » Tout ce qu'il a fait, c'est jeter de l'huile sur le feu et aggraver les choses. Il n'a en rien contribué à une cessation des hostilités. Oui, on dirait que, il avait presque vendu pendant la campagne l'idée que son objectif était de se retirer de l'Empire et de renforcer la République à la place, quelque chose que les gens soutenaient réellement chez lui. Puis il a un peu changé de cap. Maintenant, il soutient que la raison du déclin de l'Amérique, ce sont les dirigeants faibles, et que le salut, c'est lui, le dirigeant fort. Mais le problème, c'est alors, que se passe-t-il si la force est la seule solution pour retrouver leur puissance d'autrefois, et que cela ne fonctionne pas? Comme tu l'as dit, il y a des limites au pouvoir des États-Unis. Tu sais, cela le fait paraître faible aussi, et cela le rend plus imprudent. Non, c'est juste que j'ai l'impression que nous prenons une direction très imprévisible, parce qu'il n'y a pas que les Russes avec qui ils n'arrivent pas à communiquer. Il y a aussi les Chinois. Ils ne reculeront pas et ne céderont pas à ces sanctions. Même les Iraniens ne vont pas se laisser faire. Les Indiens non plus. Je veux dire, ça fonctionne avec les Européens, parce que vous savez, je suppose que pour nous, il est difficile d'imaginer un monde où nous ne vivons pas dans le sous-sol de l'Amérique. Mais pour les puissances indépendantes, elles ne suivent pas ce jeu-là. Donc, c'est juste, on ne sait pas vraiment où Trump va aller à partir de là. Je suppose, pour conclure, voyez-vous quelque chose dans votre boule de cristal, ou à quoi vous attendez-vous pour la suite?
Eh bien, il faut examiner les actions du président Trump plutôt que ses paroles. Il fait maintenant campagne pour la réélection de Lindsey Graham, le sénateur de Caroline du Sud, probablement le va-t-en-guerre le plus bruyant du Capitole. En somme, un prisonnier du lobby israélien, du lobby de la défense et de la machine de guerre. Il est lié à tout cela, et c'est là que Trump veut mettre l'accent. Il veut s'assurer que Lindsey Graham soit réélu. En même temps, il a effectivement déclaré la guerre au sénateur Rand Paul du Kentucky et au représentant Thomas Massie du Kentucky, tous deux ayant critiqué l'utilisation de l'argent au Capitole par le lobby israélien pour promouvoir la guerre au Moyen-Orient. Tous deux se sont opposés à nos interventions au Moyen-Orient, à notre implication potentielle dans la guerre avec la Russie, et se montrent ouvertement critiques envers cette guerre naissante avec le Venezuela et ce qu'ils qualifient à juste titre de comportement illégal en mer, détruisant essentiellement des bateaux à tout va, ce qui est contraire au droit international. Ce sont des exécutions extrajudiciaires. Voilà donc les personnes qu'il cherche à détruire, le sénateur Paul et M. Massie, et il va travailler dur pour réélire Lindsey Graham. Qu'est-ce que cela vous dit? Où est son cœur? Que pense-t-il? Eh bien, il est du côté de Lindsey Graham, et cela présage du mal pour les États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si quelqu'un voulait créer beaucoup d'insécurité, de déclin économique et vider le pays de son âme, ce serait le candidat idéal, je suppose. Oui, c'est exact. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'aurais juste aimé que vous puissiez terminer sur une note plus positive. Je suppose que la réponse est, eh bien, un ami à moi me dit tout le temps, Doug, bois beaucoup, c'est la seule solution. Je ne bois pas, donc je ne fais pas ça. Mais il n'a pas tort. Parfois, tout semble sans espoir. Mais on verra. Eh bien, il semble que nous nous rapprochions, du moins en Europe, de plus en plus d'une guerre directe. La volonté de prendre de grands risques semble augmenter, même si dans le même temps, les États-Unis semblent se retirer et dire que les Européens devraient s'occuper de leur propre guerre. Nous perdons donc en quelque sorte notre soutien au moment même où nous intensifions. Je pense qu'à un certain point, le calcul russe, le coût de ne rien faire sera plus élevé que le coût d'agir, va peser lourd. Et je pense que nous nous en approchons de très, très près. Le fait que les Russes renforcent actuellement leurs arsenaux suscite une certaine inquiétude. Quoi qu'il en soit, il est difficile de conclure sur une note positive, compte tenu de la situation actuelle. Mais bon, c'est ainsi que va le monde. Merci, en tout cas. D'accord, merci Glenn, au revoir.